Ouais, t'as vu, il y a de l'activité. Hein. Mais ça, c'est parce que... Ouais. Ça, c'est parce qu'on est dans un parc. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des choses qui se passent en arrière-plan. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. En fait, je pense qu'on a eu une approche la plus lean possible au départ. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Et du coup, à partir du moment où on lance, là, on se dit, comme on ne sait pas exactement ce qu'on fait... Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute. Salut Maxime. Salut Alexis. On est de manière un peu random au milieu d'un joli jardin alors qu'on est quand même bien dans l'automne là. Ça, il commence à faire de moins en moins beau, mais c'est sympa quand même. Et on va arriver un petit peu aux portes du week-end et donc tu as décidé qu'on se rencontre et ravi de te rencontrer à cette occasion. Plaisir partagé. Comme on disait, on en rigolait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, je ne fais plus l'erreur d'essayer de présenter les boîtes à la place des invités parce qu'on sait que pitcher sa boîte ça change un petit peu. Donc comment tu décrirais Captain Contrat maintenant ? Captain Contrat aujourd'hui c'est... on va dire la plateforme de services juridiques pour les créateurs et les TPE, PME en France. Donc concrètement, c'est résoudre le problème de comment est-ce que tu fais pour créer ta boîte, comment est-ce que tu fais pour rédiger des contrats, comment est-ce que tu fais pour modifier ta société, gérer ta comptabilité. Donc on ouvre aussi vers des services plutôt administratifs. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, on a développé pas mal de technologies qu'on a mis au service soit des formalistes, soit des experts comptables et surtout des avocats. Et donc on a un réseau d'avocats avec qui on travaille. Et donc en fonction des besoins, on va avoir... soit tu peux créer ta boîte en one shot, soit tu peux t'abonner à la plateforme Captain Contrat et avoir un ensemble de services en récurrent. Le but, c'est vraiment que tu gères l'ensemble de ton juridique à un seul endroit et que toi, dirigeant d'entreprise, tu sais ce que c'est de galérer dans son juridique, de ne pas passer de temps à faire ça, mais de passer du temps à développer ta boîte et de faire du chiffre d'affaires ou de t'occuper de tes personnes dans ta boîte plutôt que de perdre du temps à faire de l'administratif. Et alors, pour l'anecdote, donner un petit peu de détails sur la très très bonne relation que Captain Contrat entretient avec les différents avocats qui travaillent. Il se trouve qu'on a été mis en relation par un avocat. C'est un avocat que j'ai rencontré et qui m'a dit « Ah bah tiens, peut-être vous pourriez interviewer Maxime ». Et puis ça s'est fait très naturellement. Ouais. Donc c'est un grand bonheur. Pour refaire un petit peu l'histoire, ça existe depuis combien de temps ? Vous êtes combien ? Ouais, ça existe depuis 5 ans, Captain Contrat. On est aujourd'hui 40 dans la boîte. On a grosso modo, si on doit mettre un peu les milestones, on a levé à peu près, on a levé 1 million en 2016 et 3 millions 4 millions même en 2018. Ça, c'est à peu près les milestones en termes de levée. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? On s'est lancé plutôt sur la création d'entreprise au tout départ. Et puis au fur et à mesure, on a étoffé la gamme de services. D'abord en mode one shot. Avec des business models un peu différents et ensuite la partie plutôt SaaS, accompagnement juridique et puis marketplace d'avocats. Voilà. Et alors, c'est intéressant que tu parles de milestone en termes de levée de fonds, même si c'est effectivement l'exercice qu'on peut donner à nos auditeurs pour avoir une petite idée de la taille de la boîte, même si Captain Contrat, c'est une boîte qui est quand même très connue dans l'écosystème maintenant. Parce que c'est assez lié avec le sujet dont tu souhaitais qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Ouais, ce qui m'intéressait, enfin, je pense que le parcours un peu, je ne sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, là où on n'a pas forcément suivi une trajectoire de boîte typique, c'est qu'on n'est pas autofinancé, on n'a pas non plus levé de l'argent dès le départ. Et surtout, là, on est dans une phase en ce moment où on retrouve une liberté financière après avoir fait 2 levées dans des montants assez importants et après avoir investi de manière assez importante sur certains sujets. C'est le bon timing pour le faire. On le fait en continuant à faire de la croissance. Donc ça impose pas mal de contraintes. Et je trouve que de switcher de mode se développer en autofinancement, lever,
se mettre en danger, investir, retourner en autofinancement, retrouver de la liberté, reprendre main de son timing. Je pense que ça fait partie du job de l'entrepreneur tel que moi je le conçois, c'est-à-dire l'entrepreneur, c'est celui qui tient son stylo et qui a la liberté en fait de faire un peu ce qu'il veut et d'avoir la liberté de se contraindre aussi ou de s'ouvrir des opportunités en levant de l'argent et en repartant dans d'autres phases si c'est le bon moment ou si c'est sa volonté de le faire. Et c'est très difficile, je pense, à faire. Je pense que c'est aussi très difficile de lever en permanence. Enfin, tout est très difficile, grosso modo, dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de creuser un peu le sujet pour démystifier un peu ce côté très beau de la levée de fonds successive et de montrer, je pense qu'il y a des belles histoires à écrire, quel que soit le scénario, en fait. Donc là, c'est quand même très très intéressant parce qu'il y a plein de démystifications les unes après les autres. Vous avez commencé dans une logique plutôt bootstrap, autofinancé, ce qui est tout un univers dans le monde startup de qu'est-ce que ça veut dire bootstrapper, qu'est-ce que ça veut dire se financer en propre. Puis vous êtes rentré dans un canal levée de fonds qu'on peut voir, effectivement, vous levez 1, vous devez 3 millions. Potentiellement, normalement dans la trajectoire, après c'est un multiple de 10 ou quelque chose à peu près dans ces horizons-là. Et après ça, tu décides. On est deux, mais vous ouais. décidez, oui mais non, parce que pour plein de raisons. Est-ce que ça te va si on reprend un petit peu toute l'histoire? Parce que là, il y a effectivement tous les changements de cap. Donc déjà, si on revient au tout début, tu dis Captain Contrat, au démarrage, est autofinancé ou a vocation à être autofinancé. Je ne sais pas trop comment ça s'organise. Comment ça s'est passé en fait? En fait, je pense qu'on a eu une approche la plus lean possible au départ, sans savoir vraiment ce qu'on faisait. Mais quand je dis, c'est-à-dire qu'on avait suivi des cours d'entrepreneuriat à l'école, dans nos écoles de commerce, etc. Mais je pense qu'on avait écouté, mais pas en mode concret. Qu'est-ce qu'on fait le jour où on se lance? Tu vois, ça restait dans un coin de notre tête. Du coup, la théorie, on l'avait intégrée, mais par contre, on savait pas trop comment la lancer. Et du coup, au tout départ, là où d'autres probablement sont capables de mettre un projet sur papier, de commencer à en faire un minimum viable product, à avoir quelque chose à montrer, peut-être chercher des investisseurs et trouver des investisseurs qui investissent sur un deck, tu vois, sur une idée. Nous, au départ, en fait, on n'était même pas convaincus nous-mêmes de ce qu'on était en train de faire. On savait juste qu'on voulait lancer une boîte, que c'était dans de la techno, que c'était auprès des petites boîtes. Et c'était le seul truc qu'on avait en fait en termes de cahier des charges. Et du coup, c'est après, parce qu'on n'est pas avocat en fait à la base et on n'est pas juriste non plus, tu vois, on a fait du juridique, mais c'est tout. C'était pas un univers qui nous semblait le plus sexy possible, mais on y avait une vraie opportunité d'innover en fait dans ce secteur. Et donc au début, on s'est dit, en fait, comme on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, comme on n'est pas au clair sur notre positionnement, ça nous semble très compliqué. Et comme on n'a aucune conviction forte, ça nous semble très compliqué de lever. Si on n'est pas capable de se convaincre nous-mêmes, on ne va pas réussir à convaincre des investisseurs. Donc en fait, ça a été un peu une obligation dès le départ. On était quand même dans des dispositions où financièrement, à titre individuel, entre 3 associés, on savait qu'on en avait pour 2 ans et on avait les ressources pour tenir pendant 2 ans. On savait que la boîte, elle n'allait pas avoir besoin de cash pour financer au départ parce qu'on allait avoir ces 2 ans. Donc on avait la maîtrise du timing. Donc vous avez fait 2 ans à 3 ? On a fait à 2 ans à 3, ouais, quasiment. On a mis 1 an avant d'arrêter le positionnement de Captain Contrat. Quasiment 1 an. On a lancé un premier POC dans un truc un peu similaire, c'était de l'immobilier d'entreprise. Ensuite, on a vachement itéré, on a essayé de chercher des conseils à droite, à gauche. Donc toute cette phase un peu où tu sais que tu veux entreprendre, tu as eu un début d'idée, mais c'est pas la bonne. Et du coup, t'itères. Tu sais toujours pas si dans 1 an, tu retrouveras pas un emploi. Et donc, grosse phase de doute, tu parlais tout à l'heure de la phase de 0 à 1 qui n'était pas ta phase préférée. Moi non plus, parce que je trouve que c'est une phase avec énormément de doutes. Et tant que le truc n'est pas lancé, tu te demandes toujours un peu ce qui va se passer après. Et du coup, à partir du moment où on lance, là on se dit, comme on ne sait pas exactement ce qu'on fait, c'est le marché qui va nous le dire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible ? Et donc, assez facilement, on s'est dit, on n'est pas obligé de développer un produit nickel. Si on répond à un vrai problème utilisateur, on peut le faire avec du service. Et on peut être les petites mains qui le faisons derrière, en faisant genre c'est de l'innovation ou genre il y a de la tech derrière. On fait une landing page, on fait payer les mecs, on prend notre téléphone pour les rappeler pour ceux qui ne payent pas. On fait un peu de marketing, on rédige les articles, on prend un stagiaire pour faire du contenu et on va lancer l'activité comme ça. Le bon sens paysan, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que d'ailleurs en termes de culture, tu vois, le fait qu'on soit 2 frères à l'avoir lancé, il y a un peu ce côté
Ouais, l'approche un peu TPE ou PME familiale, tu vois, proche de ses salariés avec une vision assez long terme quand même. Pas forcément une vision très définie du produit, mais plutôt des choix qui sont faits à essayer d'être un peu long terme, plutôt que, tu vois, par exemple, on s'est jamais dit quand on a lancé la boîte, il faut qu'on cash out le plus rapidement possible et on va tout faire pour tout cramer en 3 ans pour que dans 3 ans, on ait un maximum de traction ou un maximum de, je sais pas, d'utilisateurs pour ensuite revendre et en fait la boîte ce sera une coquille vide mais c'est pas grave, on aura mis un beau papier cadeau et on se barre, on va faire autre chose. Vous aviez une culture TPE, PME par votre famille, votre environnement, parce qu'effectivement c'est très presque artisan dans le bon sens du terme, on lance quelque chose et puis il faut que ça marche quoi, et puis voilà. Ouais, non, je pense que c'est surtout lié à l'éducation. Tu vois, je pense que on a été éduqués en fait dans des valeurs d'humilité, de pragmatisme. Le fait qu'un euro c'était un euro, et le fait de se remettre en question, le fait d'être ambitieux quand même, tu vois, le fait d'aller chercher de la performance, mais pas forcément une ambition des mecs qui rayent le parquet. Tu vois, on a un peu grandi là-dedans, et du coup, il se trouve que ça, à transcrire dans des valeurs d'entrepreneur, c'est assez facile en fait, et donc ça nous a paru naturel, et on s'est lancé comme ça. Par contre, on a eu vachement de mal à les formaliser, et c'est que maintenant, là, sur cette dernière année, où avec toutes les phases par lesquelles on est passé, où on a réussi à identifier vraiment quelles étaient nos valeurs individuelles à Philippe et moi, et qui sont un peu ces valeurs dont je parle et qui aujourd'hui sont clairement les fondations de Captain Contrat et qui nous permettent d'avoir une équipe hyper soudée, quels que soient les temps de paix ou de guerre par lesquels on passe. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on commence à avoir un peu de traction et on commence à faire un peu de chiffre d'affaires, au bout de 2-3 ans, on fait plus 300% de croissance, mais c'est facile quand tu pars de rien. Ça, on fait ça pendant 2 ans. Et puis à un moment donné, faire 300 fois 1000 ou 10 000 balles, ça va. Ouais, c'est déjà pas mal parce qu'au moins c'est que c'est vachement bien. Hein. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ouais, il se passe quelque chose. Et puis après, on s'est dit bon, ok, ça on sait le faire. Maintenant, on se rend compte que on est en train de voir. Et enfin, tu vois, ça commence à être un peu plus clair le chemin qu'on doit prendre. Et ce chemin-là, il va nécessiter de mettre un peu de pognon parce que sinon, on va prendre trop de temps en fait pour y aller. On va devoir fonctionner uniquement sur fonds propres et plutôt que d'embaucher 10 mecs en marketing parce qu'on pense que c'est un bon truc, ou alors d'investir beaucoup de cash sur AdWords parce qu'on pense qu'on a une place à prendre sur le marché, et ben on va se restreindre. Et est-ce qu'on n'irait pas lever de l'argent pour gagner du temps en fait? Ok, alors attends, je te fais ralentir sur ce moment-là parce qu'il est intéressant. En plus, parce que pour ne rien te cacher, c'est quelque chose qui peut se passer dans ma propre tête. C'est vous commenciez à voir le décalage entre ce que vous pouviez faire et dans lequel vous avez confiance et le temps que ça allait prendre si vous le faisiez en propre. C'était plus ou moins ça. De dire, moi si demain j'avais l'argent, j'embaucherais 10 personnes en marketing parce que je sais que ça va marcher. En tout cas, j'ai la conviction. Faire du AdWords, ça marcherait, mais si on attend de jouer avec notre BFR, on y arrive. Enfin, ça va être long, quoi. Il y avait ça, et je pense que en parallèle de ça, il y avait un besoin de prendre des risques qu'on avait pris au début en se lançant. Et là, on avait une activité où on commençait à se rémunérer. On voyait ce qu'on faisait, on voyait qu'on arrivait à avoir une croissance constante, pas avec une pente incroyable, mais une croissance constante. Et je veux pas dire qu'on était au bout de 3 ans dans un espèce de train-train, mais tu vois, t'es en permanence. Un peu, ouais, ça commençait tout doucement à ronronner. On voyait le truc s'écrire assez facilement, et le côté facile, en fait, moi, m'emmerde. Dès que je sens qu'un truc va être un peu trop facile, il faut que je secoue un peu le truc et que je le déséquilibre. Donc lever des fonds, c'était le bon moment pour appuyer sur ces 2 leviers, quoi. Pour avoir une petite idée de à quoi ça ressemble, là justement, ce moment où tu te dis, vous dites, oh là là, ça ronronne un petit peu. Vous êtes combien? Vous faites combien de CA? À la grosse, ça ressemble à quoi en fait? On fait à ce moment-là un demi-million de volume d'affaires, donc à peu près la moitié en chiffre d'affaires. On doit être à peu près une quinzaine de personnes, dont essentiellement des stagiaires ou des mecs qui viennent de sortir d'école à ce moment-là. On salue tous les stagiaires parce que vous êtes un boulot incroyable. Les fondations de tout plein de belles startups et pas de manière à être exploitées. Moi, si Chloé, notre stagiaire, nous écoute, merci pour tout ce que tu fais. Ouais, non, mais ça c'est un autre sujet. On pourra en parler des stagiaires, mais c'est un sujet à part entière sur la manière dont ils... Déjà la différence de valeur en fait entre les stagiaires, ce qu'ils peuvent apporter à une boîte, mais même par rapport à un permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des stagiaires
qui cherchent un stage pour ensuite faire autre chose et qui en 6 mois vont délivrer un impact dans ta boîte, qui vont te coûter du coup, je sais pas, les 1 000 € par mois, qui derrière vont avoir, comme ils vont avoir un bel impact dans ta boîte, ils vont aussi prendre, donc c'est pas ils vont se faire exploiter, c'est ils vont prendre énormément de sujets, ils vont kiffer ce qu'ils font, parce qu'en fait ils vont voir à quel point ils arrivent à faire bouger les lignes. Et je pense qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est aussi ça, c'est de recruter des gens qui ont envie d'avoir un impact. C'est pour ça que à mon avis il y a de moins en moins de gens qui vont aller dans les grandes boîtes, ça c'est sûr, parce qu'avoir un impact là-bas c'est quand même très compliqué. Et puis voilà, quand tu es stagiaire, tu as envie d'avoir une première expérience où tu as de l'autonomie, où tu as de l'impact, où tu es un peu proche des dirigeants pour comprendre comment ça marche une boîte pour derrière en créer une. C'est aussi une aubaine. Et de la même manière, le ROI pour la boîte, elle est hyper intéressante quand tu as le bon stagiaire. Bon, et du coup, on va rebifurquer sur ce truc. Avant de te laisser reboucler, parce que moi j'en profite, j'ai quelque chose à dire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui recherchent un stage, qui nous écoutent. Moi, quelque chose que je trouve... Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, mais que je trouve toujours très, très intéressant, soit même en tant que manager, quand j'étais manager dans une boîte de conseil, un bon stagiaire, déjà, ça t'oblige à incarner la réalité de la belle version de ta boîte. Ça peut venir te chahuter en disant quoi, mais attends, de l'extérieur ça avait l'air génial et ce que vous faites c'est naze, donc ça t'oblige un peu à ranger ta maison, je trouve. Et notamment dans un niveau où les compétences ça va très très vite et où quelqu'un d'une génération plus jeune a beaucoup d'avance sur les générations d'après, donc je sais pas quel âge tu as, moi j'ai 31 ans. Je pense que des bons stagiaires motivés, ça t'oblige et ça oblige tout le monde à être extrêmement bon et à être vraiment au bon niveau. Voilà. Ouais. C'est ma déclaration d'amour à tous les stagiaires de ce monde. Donc tu disais, donc là vous êtes au moment où vous dites allez on accélère parce que peut-être ça ronronne. Ouais, donc à ce moment-là on se dit à ce moment-là je vais passer la phase de levée de fonds qui a été déjà je pense suffisamment racontée, à moins que tu veuilles qu'on en fasse un focus spécifique, mais la manière dont tu récupères les contacts, la manière dont tu chopes une intro, dont tu rencontres les fonds, ce que tu leur présentes, le premier entretien, deuxième round, troisième round, rencontrer les partenaires, etc., etc. Un monde que tu découvres plus ou moins à ce moment-là, en tout cas dans le vrai, dans le dur. Complètement. Et là, je pense qu'il y a un truc intéressant qui se passe, qui est... En fait, on avait le choix à ce moment-là de le faire avec un fonds ou de le faire avec des business angels, parce qu'il y avait un truc hyper cool que la BPI faisait et fait toujours, c'est que la BPI co-investissait à hauteur de 1 pour 1 avec des business angels. Ça veut dire que si tu trouver 1 million d'euros comme on l'a fait auprès de business angels, c'était assez compliqué. Mais par contre, quand tu te dis que la BPI met 1 pour 1, c'est comme si tu as trouvé 500 000 en fait de la part des business angels et 500 000 en fait de la part de la BPI. Et là, c'est beaucoup plus faisable. Et à ce moment-là, on a rencontré des business angels hyper intéressants. C'était assez dur de d'abord rentrer, enfin de les trouver, on va dire. Et après comment dire ? Ouais, t'as vu, il y a de l'activité, hein. Mais ça c'est parce que ouais. Ça c'est parce qu'on est dans un parc. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des choses qui se passent en arrière-plan. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est la vie. C'est que de la gentillesse en plus les paroles de ce monsieur. Donc et à ce moment-là, donc on rencontre des fonds, on rencontre des business angels et finalement ça le fait avec un fonds. Et ça peut le faire aussi avec des business angels. On peut avoir une alternative business angel plus BPI et on décide de partir avec le fonds parce que d'un point de vue histoire et image, c'est pas la même chose de trouver un investisseur qui a un fonds d'investissement versus des business angels. Même si c'est le même tour, c'est-à-dire c'est du seed, tu vois, c'est ta première levée, c'est pas la même crédibilité. Et du coup, à ce moment-là, on lève avec le fonds, probablement qu'avec un peu de retour. C'est pas que le fonds était pas bon, hein, au contraire, mais peut-être que ça intervenait un peu tôt par rapport à nous, notre maturité, et ça a mis vachement de process en place et de structure. Là où quand tu lances au début ta boîte, t'as pas besoin de board régulier, t'as pas besoin de tout ce formalisme. Voilà un peu sur comment est-ce qu'on fait cette première levée. Ce point est important aussi, j'en profite pour le souligner. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir tous les détails, des tenants et les aboutissants de l'intégralité des structures, mais en tout cas, dans les grandes lignes, c'est important d'avoir au moins la couleur du truc. Il y a des personnes qui sont pour les fonds, contre les fonds, pour telle ou telle structure d'investissement. La réalité, comme tu le soulignes,
c'est que c'est juste des univers qui sont différents. Sur même somme levée auprès d'un fonds, ça veut dire certaines choses, parce que les fonds d'investissement ont un rôle auprès de leur LP, etc., etc. Des business angels, c'est pas tout à fait le même process, parce que c'est pas non plus les mêmes gens, qui sont pas dans le même monde et qui attendent pas forcément la même chose non plus. Et qui n'ont pas la même sensibilité d'ailleurs, parce que certains d'entre eux ont entrepris et du coup ils voient ce que tu vis au travers d'un autre prisme. Absolument, et ce qu'on veut dire peut-être notamment, c'est particulièrement valable pour des premiers tours, c'est que c'est ok, il n'y a pas de jugement d'investir, de chercher à lever, je sais pas moi, 500 000, mais si vous essayez de les lever auprès d'une banque ou auprès d'un club de BA ou auprès d'un fonds d'investissement, c'est pas pareil. Ça va pas faire pareil après. Voilà. Et là, tu le soulignes bien, donc je pense que c'est intéressant. Parce que leurs objectifs sont pas les mêmes. Sur un fonds, ça va être de sortir au bout de 5 à 7 ans. Donc, et là, on en revient à cette notion de timing. Ils ont un retour sur investissement qui doit être fait dans un délai qui est finalement, ça nous semble long, 5 ans. Mais 5 ans pour bien structurer une boîte, pour faire un multiple de x10, x20, c'est quand même compliqué. Alors qu'un business angel, il peut avoir un horizon d'investissement beaucoup plus long et te laisser beaucoup plus, surtout dans cette phase de seed, itérer pour trouver ton marché, pour consolider ton produit, pour être à ce fameux product market fit que nous, on n'avait pas trouvé en fait à ce moment-là. Sauf qu'on connaissait même pas ce terme. Et on a levé et on s'est mis dans une phase d'investissement et du coup de rentabilité pour ce fonds sans avoir trouvé je pense qu'on n'a pas trouvé notre product market fit à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite, pour aller faire cette croissance sans avoir touché le product market fit, il faut y aller un peu à la dure, quoi. Voilà, donc là, vous rentrez dans ce jeu-là. Le product market fit est encore un tout petit peu branlant et vous devez quand même être dans la courbe de croissance qui est celle de quand tu joues avec un fonds. Donc là, on se met dans des ordres de croissance de plus de 100% par an. Donc là, on avait fait 500 000, il faut faire 1 million, 1 million, 2 millions, 2 millions, 4 millions. Enfin, c'est à peu près ça les ordres de grandeur d'année en année. Et puis surtout, il faut développer aussi d'autres produits. Donc non seulement tu n'es pas au product market fit sur ton propre produit, enfin sur ta première ligne produit, chez nous la création d'entreprise, mais en plus c'est intéressant et ils te poussent à le faire et je pense qu'ils ont raison d'essayer d'horizontaliser un peu ton service, d'essayer de proposer d'autres services pour devenir une plateforme. C'était ça, au début on était juste un service de création d'entreprise, aujourd'hui on est une plateforme juridique et on a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de clients qui nous permettent de pouvoir assez rapidement connecter. Tu vois, par exemple, on a lancé la comptabilité en 3 mois parce qu'on avait juste à plugger en fait, une expertise comptable à la plateforme où on avait déjà toutes les informations, tous les clients, plein d'infos sur tous les clients parce qu'on faisait leur juridique. Et donc ça se fait et donc ça valorise d'autant la boîte et ça lui permet de se développer. Point régulier avec les investisseurs. Ce qui est quand même cool d'avoir des investisseurs, c'est que du coup tu as des mecs un peu au-dessus de toi qui se permettent de donner des feedbacks un peu tranchants quand on a besoin. Alors des fois quand on n'a pas besoin, ça arrive, mais c'est à toi de les mettre de côté. Et des fois quand on a besoin. Parce que on parlait avant du rôle en fait des people et des personnes dans ta boîte. Je pense que c'est un truc, notamment au démarrage de start-up, quand tu n'as pas forcément les bons people, avoir des feedbacks assez justes, fermes, voire même des fois acerbes de la part des gens qui sont en dessous de toi, sachant que tu es cofondateur et que c'est finalement toi qui décides si tu veux le virer ou pas. C'est assez compliqué. Donc, qui te donne en fait cette boucle de feedback, à part ta femme le soir quand tu rentres, quand tu lui racontes le truc et qui en a assez vite marre au bout d'un moment en général. Ouais, qui en a vite marre et après qui se trouve en fait ne pas être dans ton business, mais juste en lui racontant un truc, elle te fait un effet miroir assez incroyable et en fait tu te dis putain mais en fait je l'avais pas du tout vu comme ça, elle a complètement raison. Alors qu'elle n'a pas du tout répondu à la question. Notre métier, sauf qu'on dort pas dans le même lit que les entrepreneurs, mais c'est un peu plus ou moins ça qu'on fait en vrai. Je sais pas, mais oui. Non, mais comme quoi, c'est un truc qui est hyper important. En fait, c'est qui le miroir de l'entrepreneur, tu vois, c'est vraiment ça. Les investisseurs jouent un petit peu ce rôle. Plus ou moins bien, encore une fois, parce que il faut, je pense, pour bien le faire, il faut quand même réussir à créer une relation avec l'entrepreneur. Donc c'est pas juste à des boards 2 ou 3 fois par an ou 4 fois par an que tu vas vraiment en 2 heures, sachant qu'il va te présenter un truc. C'est pas là que tu vas créer du lien. Et si tu veux lui donner à un moment donné un feedback qu'il va vraiment considérer, je pense qu'il faut créer un niveau de relation suffisamment profond pour y arriver. Donc ça, je pense que c'est quand même un avantage d'avoir des investisseurs pour ça. C'est intéressant parce qu'ils t'ouvrent en fait sur un marché. Et notamment sur un marché international. On a fait des belles rencontres dans d'autres pays, ils nous ont poussé à sortir, alors que nous, on a l'impression on était suffisamment franco-français, on avait des vrais problèmes à résoudre en France.
Ils nous ont poussé à aller à des confs, rencontrer des CEO d'autres boîtes dans la legal tech, voire même les leaders aux US, alors que c'est pas du tout un marché sur lequel on veut aller. Mais c'est toujours intéressant de voir dans quelle direction stratégique ils sont allés 10 ans auparavant, parce qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous, pour que nous, on puisse anticiper la suite. Tout ça, on n'y avait pas pensé. En fait, ils nous avaient pas pris par le callback et ils nous avaient sorti en disant, les gars, vous avez l'impression que ça vous coûte 1000 balles de billets d'avion, mais ce sera vraiment bien investi, allez-y. Tu vois, d'avoir cette prise de recul du dirigeant on est encore, nous, dans une boîte à 40 et on le sera encore probablement jusqu'à une centaine de personnes, où on met les mains dedans, en fait. Tu vois, on fait tout, on fait de l'opérationnel le matin, on passe par du RH, là, on essaye de faire un peu de stratégie. Mais du coup, c'est souvent l'opérationnel, comme dans tous les métiers, ce qu'on appelle le run, qui prend le dessus sur le build, donc construire des nouvelles choses. Et d'avoir des mecs qui te forcent à prendre ce recul-là, c'est hyper important, notamment pour un dirigeant de boîte. Ouais. Et donc là, en fast forward, vous arrivez à une nouvelle levée de fonds, donc qui est la suite entre guillemets logique. Ouais. Donc comment ça se passe plus, si toi tu as du recul sur cette période, de comment ça se passe pour toi déjà? Est-ce que ça répond finalement à ton envie que ça aille plus vite, que ça soit un peu excitant, ou est-ce que tu commences à te dire, alors en fait c'était peut-être pas exactement comme ça, à ce niveau-là t'en es où, de toi à toi? Bah, à ce moment-là, on lève en 2016, on arrive fin 2017, un truc comme ça. Déjà, la première levée, tu lèves 1 million d'euros. J'avais le sentiment, j'étais un peu genre, ça y est, je pèse. Tu vois, c'était un peu le truc qui était complètement... je pèse, on se verse pas des gros salaires, tu vois. Et par ailleurs, on n'a jamais fait cette boîte pour le fric. Enfin, quand on s'est écrit un peu avec Philippe au début, pourquoi est-ce qu'on faisait ça, ça n'a jamais été sur ces leviers qu'on faisait ce truc. Mais ça représentait quelque chose, il y avait un peu un truc... Ça fait bien dans les soirées, quoi. Ouais, et en fait, c'est marrant, mais l'image sociale que tu renvoies en tant qu'entrepreneur dans les soirées, c'est assez gratifiant au final. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. C'est là où je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, en fait, j'y étais quand même pas mal sensible. Ça fait plaisir que les gens t'admirent, en fait. Et bref, et post ça, donc tout le développement dont on se parle, apprendre à travailler avec les investisseurs. Et puis on se retrouve donc fin 2017. Et là, il y a un sujet, comme on a beaucoup investi, il va y avoir un sujet de cash. Il se trouve que, conseillé par nos investisseurs, on a lancé un SaaS en plus de toute la plateforme traditionnelle. Donc on commence à avoir du recurring business. Donc la valeur de notre boîte, en fait, est quand même beaucoup plus élevée qu'avant. On a toujours une traction et une croissance hyper intéressante. On a un modèle à la fois en chiffre d'affaires, en volume d'affaires et puis en MRR, donc en revenu récurrent. Et donc là, on a clairement créé un actif. Et non seulement c'est le bon moment au niveau cash d'anticiper la suite, mais en plus, il y a probablement on a prouvé qu'avec ce 1 million d'euros, on avait réussi à quasiment tripler en fait la valeur de la boîte en 18 mois. Tu vois. Et donc là... alors on est un peu poussé par nos investisseurs, nous on n'y croit pas trop. Tu sais, on a toujours ce bon sens paysan qui nous fait voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Avoir la boîte, avoir les galères qu'on a eues plutôt que le soleil à l'horizon, si je puis dire. T'as vu, il pleut hein, finalement. Je suis désolé, hein, on a pris le risque, mais... Non, mais c'est la beauté du podcast. Vous pouvez peut-être entendre un tout petit peu de pluie. C'est un petit peu de pluie. En fait, c'est la vie d'un entrepreneur qu'on a essayé de condenser en un podcast. Et ce temps un peu menaçant par moments et qui s'éclaircit par d'autres reflète bien l'histoire qu'un entrepreneur vit, quoi. Ouais, mais on est souriant sous la pluie aussi, donc ça va. Donc effectivement, vous savez pas trop, vous y allez quand même parce que les investisseurs jouent leur rôle aussi. Ouais, et en fait... on le fait de manière un peu plus professionnelle, on passe par un lever, on structure bien le dossier. Le lever nous fait gagner un temps monstre. On fait 20 rendez-vous en 10 jours, même plus parce qu'on faisait des fois 3 rendez-vous par jour. Et il a mis un super rythme et ça allait très très vite et on a une proposition, valorisation x 3,5 je crois, par rapport à ce qu'on avait fait avant et puis levé de 4 millions, donc super truc, hyper content, tout se passe nickel. Et puis après, donc très rapidement, tu te félicites pas très longtemps et puis tu repars charbonner. Voilà, ça dure encore, je pense,
Donc ça, c'était en 2018, début 2018. On fait une année 2018 un peu en demi-teinte, où en fait nos projets d'innovation, on arrive à les lancer. Mais à la croissance qu'on est censé faire de plus de 100%, on fait moins, on fait plus 50%. Et du coup, ça veut dire qu'on crame un peu plus de cash que ce qu'on avait prévu de faire. Et puis on fait un point un peu fin 2018 et on se dit, bon, en fait, à force d'aller chercher cette croissance de chiffre d'affaires, on a mis de l'argent dans du marketing, on a mis de l'argent dans des sales. Mais aujourd'hui, on n'a pas passé suffisamment de temps à parfaire le produit. Et du coup, on a une espèce de saut ou de tunnel avec des trous de partout. Et en fait, on crame beaucoup d'argent. Mais le truc, on va pas le trouver, le point d'inflexion, on pourra le trouver qu'à partir du moment où on a un produit qui répond suffisamment au fameux product market fit qu'on n'avait pas trouvé. Dans product market fit, il y a product aussi, quoi. Et là, il y a un peu de dette technique ou en tout cas il y a des problèmes. Il y a des fonctionnalités. On avait de l'avance sur certains parcours par rapport à nos concurrents. Finalement, eux ont repris de l'avance. Et nous, on est obligé de développer des fonctionnalités qui sont des must-have et qu'en fait, on n'a même pas. Alors qu'il faudrait qu'on ait pour pouvoir aller un peu de l'avant. Donc là, on se dit, OK, simplement ça va pas aller dans une stratégie de série B. Donc série B étant l'étape d'après, pareil, faire x3, x4 en termes de montant levé, en termes de valorisation, tout ça dans chaque 18 mois, tu vois, ou 24 mois, une autre levée, parce que ça dépend aussi de ton cash. Et on se dit, il va nous falloir plus de temps que ça. Et par ailleurs, on pense qu'on a un modèle d'acquisition client et surtout une rétention client qui nous permettrait aujourd'hui, tout en continuant à faire de la croissance. Je pense que c'était vraiment ça l'enjeu. C'était, est-ce que pour aller à la rentabilité et donc à la liberté, de nouveau, est-ce qu'il faut qu'on arrête tout investissement, enfin à la limite même pas tout investissement mais toute croissance pour y arriver et qu'on coupe drastiquement les coûts, ou est-ce qu'on est capable, en maîtrisant les coûts, d'aller à la rentabilité juste en continuant à faire la croissance mais un peu moins qu'avant, donc en maintenant ce plus 50%, et en maîtrisant bien les coûts, en regardant ce qu'on fait côté marketing, en regardant côté RH, est-ce qu'il y a des restructurations à opérer, etc. Et donc on pense que c'est faisable et donc on décide de faire ça. On va voir nos investisseurs, on leur dit, est-ce que vous pouvez nous remettre un petit ticket parce qu'on a besoin pour financer ce plan pour aller à la rentabilité. Et nous on s'engage en 12 mois à aller à cette rentabilité. Ça nous permettra de parfaire le produit. Ça nous permettra vraiment de consolider notre ADN et de consolider nos lignes produits, parce que ça, je pense que c'est une erreur qu'on a faite, à la fois une erreur qui peut être une opportunité. C'est que là où d'autres seraient restés sur une seule ligne produit et l'auraient consolidé les 3 premières années, nous, on a lancé, je te dis, à peu près une centaine d'offres sur 4 business models différents. Gérer ça à 40 et faire des product market fit sur chacune de tes lignes produits, en fait, c'est très galère parce que du coup, t'es pas focus, tu vois. Tu touches un peu à tout, tu fais un peu tout avancer, mais rien n'est vraiment parfait. Donc des fois, tu as l'impression de t'enliser un peu, tu perds un peu de vue vraiment où est-ce que tu vas. Et là, maintenant, on est dans une phase où on a passé un peu ça. On a ces 4 lignes produits qui commencent tout doucement. 2 sont matures, les 3e et 4e pas encore. Et on sait qu'on va mettre, je pense, 2 ans pour vraiment les rendre matures. Et à ce moment-là, on aura une autonomie financière, donc on pourra faire grosso modo ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut accélérer de nouveau fort? Est-ce qu'on est capable de le faire en autofinancement? Sinon, est-ce qu'on va rechercher en fait de l'argent à ce moment-là? Et c'est quelque chose qui est complètement envisageable, tu vois. Et cette modularité en fait, d'être en autofinancement, d'aller lever, ça change un peu l'objectif et ça change un peu la manière de gérer ta boîte. De repasser ensuite en mode je suis de nouveau libre. Et cette liberté, tu vois, qui est une valeur de l'entrepreneur, pour ensuite pouvoir à la fois choisir, si par exemple on lance un pays, si dans 2 ans, je pense qu'on aura de dizaines de milliers de clients, on sera, je pense, à une centaine. Du coup, on aura vraiment un pied très fort dans l'hexagone. Et ce sera probablement le moment de voir si le business il peut se développer dans un autre pays. Probablement que si on fait ça, ça va rajouter de la complexité. Du coup, ça va être un investissement supplémentaire. On ira probablement relever pour le faire. Voilà. Donc, mais bon, ça impose énormément de contraintes dans l'histoire que tu racontes aussi en interne. Alors, avant même de parler de l'interne, comment vous embarquez les investisseurs là-dedans? Parce qu'il y a à la fois quelque part le constat de dire
ok, il faut qu'on bosse fort sur le produit aussi parce que avec la diversification des différents modèles économiques, des différentes offres, peut-être que là on a une jambe plus forte que l'autre, point de vue entre marketing et produit. Il y a aussi ce que ça veut dire assez mécaniquement que pour les investisseurs qui sont déjà à bord, tu prends 1 ou 2 ans dans la tête sur une potentielle sortie. Alors comment ça se passe ? Il y a du soleil derrière, il a arrêté de pleuvoir, je tiens à le dire. C'est une bonne question. Écoute, je pense que... Alors, déjà, la première information intéressante, je pense, c'est la relation qu'on a créée avec nos investisseurs depuis le départ. On a une relation assez proche qui fait que... On a toujours été, et d'ailleurs, tu vois, une de nos valeurs de boîte et valeurs individuelles, même si c'est une valeur de transparence, on porte cette valeur aussi avec nos investisseurs, ce qui veut dire que ça a créé quand même beaucoup de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que les négos, quand on parle refinancement ou financement, elles sont pas un peu tendues et le ton monte, mais il y a vraiment cette confiance-là. Donc, à tout moment, ils savaient exactement où on en était. Ils n'ont pas découvert d'un coup qu'on en était là. Ils savaient. Donc il y avait une espèce de continuité en fait dans la réflexion et dans les. Donc ce plan d'aller à la rentabilité, il n'a pas émergé comme ça du jour au lendemain. Ça a été d'abord une idée, d'abord une possibilité. Ensuite, on a pesé série B versus plan de rentabilité. C'est quoi ce qui est le mieux à faire pour la boîte aujourd'hui ? Et c'est quoi l'equity story qu'on veut écrire ? Donc tu sais la fameuse. Je sais même pas comment, histoire du capital, ça veut rien dire en français, mais on comprend un peu le fait de valoriser correctement ta boîte, de pas faire un tour au rabais, tu vois. Et je pense que ça, c'était une possibilité, et on a préféré, et eux aussi avec nous, se dire en fait, on se démerde seul, quitte à faire une grosse levée derrière, plutôt que là de continuer à faire des levées, mais de faire une levée un peu au rabais, parce qu'en fait, le produit aujourd'hui, il est limitant dans la croissance, et ils voyaient bien que en fait l'argent qui était investi, on n'arrivait pas forcément à prouver qu'on avait un ROI hyper bon, notamment sur des leviers marketing. Ouais, donc en fait il y a eu un constat partagé et une stratégie partagée. J'imagine qu'il y a eu quelques petites disputes autour du tapis à vendre ou à acheter. Ouais. Ça, c'est la vie, hein. De toute façon, c'est côté entrepreneur ou côté investisseur, en général, on a beaucoup de fans de négociation d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est ok, comme tu le dis, même quand le ton monte. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui a été fait de manière commune, quoi. Tout le monde allait dans le même sens. Ouais. Et donc, tu disais, en interne, c'est un autre sujet. Bah ouais, c'est un sujet parce que en fait, même si on a créé nous beaucoup de transparence dès le départ sur, tu vois, par exemple chez nous, tu as accès au compte de résultats de la boîte, l'état de cash, combien on a de parts dans la boîte. Enfin, et en plus, on a des sessions de Q&A où, une fois par mois, où vraiment les gens posent les questions qu'ils veulent, et on s'est toujours engagé à y répondre de manière très transparente. Donc, ils ont quand même accès à l'information. Bon, ça, je fais juste une aparté, mais c'est un peu le modèle de Captain Contrat en interne. Ce qu'on se dit, nous, c'est on a la chance d'être sur un modèle et un secteur porteur. On recrute des talents. On veut que les mecs qu'on recrute, ils soient meilleurs que nous sur leur spécialité. Pour leur permettre d'être bons, il faut leur permettre d'être autonomes. Et pour qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils aient accès à toute l'information, notamment, en plus d'être dans un cercle de confiance. Et donc, c'est pour ça que dès le départ, en fait, on a laissé accès à toute l'information. Donc, ils avaient accès à tout, mais c'est pas parce que tu as accès à l'information, et ça, je l'ai compris seulement récemment, c'est pas parce que tu as accès à l'information que tu l'as comprise. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, autant le jeu des levées, quand tu sais que tu es dans une boîte qui lève, tu te poses pas trop de questions, parce qu'il y a une espèce de comment dire, d'ambiance globale dans l'écosystème startup et dans tous les employés startup qui disent tant que je suis dans une boîte qui lève, tout va bien. Et les échecs qui sont assez tonitruants en fait sont pas trop relatés par les médias. Les médias relatent plutôt les levées successives et comment les employés sont contents sur Welcome to the Jungle de travailler dans ces entreprises qui ont levé des millions. Du coup, on se voile un peu la face par rapport à ce que c'est vraiment travailler en startup. Moi, aujourd'hui, dans mes recrutements, toutes les personnes qui viennent chez nous, je les vois en entretien. Et ça, c'est un truc que je ferai, je pense, jusqu'à ce qu'on soit, je sais pas, 200, 300, parce que c'est un point hyper important. Mais c'est une de mes questions, c'est quoi pour toi travailler en start-up ? Et s'il y a un mec qui me dit être libre sur les horaires, avoir de l'impact sur les projets, je dis non, c'est pas ça. Travailler dans une start-up, c'est ça. Et en plus, c'est
travailler dans un environnement chaotique, en fait, dans un environnement où les dirigeants, c'est la première fois qu'ils font ça, les managers, c'est souvent la première fois, les employés aussi, le produit, il est nouveau, le marché, il est immature, il y a des investisseurs, tout change en permanence. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Ouais, exactement. Il faut avoir une capacité de travail, d'adaptation, d'intelligence aussi, de curiosité. Parce qu'il faut que tu sois curieux de tout, que tu détectes le moindre problème, que tu sois proactif. Enfin, pour moi, c'est très difficile, mais c'est très gratifiant aussi. Mais donc, c'est réservé pour moi, c'est réservé à une élite. Et quand je dis élite, je fais pas de rapport avec les écoles. Hein, je parle des talents. Du coup, je me suis perdu. Là. Ouais, parce que donc là, pour revenir un petit peu, t'inquiète pas, moi j'ai le fil. C'est mon job ici. Okay. T'es au stade où la trajectoire, je sais pas si le cap a changé, mais en tout cas la trajectoire a été modifiée suite à un constat partagé avec les investisseurs. Et là maintenant, il faut embarquer l'équipe là-dedans. Ouais, alors déjà la première étape, c'est de le faire suffisamment tôt. Et d'autres boîtes auraient fait différemment. Nous, on a décidé, il y avait plein de questions auxquelles on n'avait pas répondu à ce stade, mais on avait une conviction assez forte que c'était cette direction-là dans laquelle il faut aller. On n'avait même pas validé en tant que tel avec les investisseurs, mais à ce moment-là, on a déjà parlé avec les équipes. On dit voilà, c'est une trajectoire possible, elle est envisageable, il faut qu'on se prépare à ça, etc. Donc ça leur a permis de se préparer et d'anticiper un peu le truc. Ensuite, à refaire, mais on le fait seulement maintenant, mais à refaire, je pense que j'aurais fait intervenir plutôt en fait, des boîtes qui ont vécu les mêmes phases que nous, et notamment des employés de ces boîtes, pour avoir une espèce de témoignage pour que les personnes de ma boîte se projettent. Et puis après, au sein de la boîte, tu as ceux pour qui c'est la première fois, c'est leur premier taf. Et du coup, ils vivent tout à 0 ou 100, et donc c'est dramatique, et en fait c'est super. Et puis tu as ceux qui ont travaillé avant dans d'autres boîtes, et qui ont vu ce que c'était de travailler dans des boîtes un peu pourraves, et qui du coup relativisent vachement et disent non mais attendez, en fait c'est une opportunité. Et c'est une opportunité aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens dans notre boîte, déjà on est en train de faire le plan qu'on a écrit. En faisant ce plan et en se mettant un peu en difficulté ou en créant une espèce de contrainte, en fait il y a des gens qui se révèlent, qui jusqu'à présent étaient dans une situation un peu plus de confort, et là se mettent dans une situation un peu plus de contrainte, et tu vois vraiment de ce dont ils sont capables. Tu vois, je te donne un exemple, mais on a travaillé sur une valeur chez nous qui n'est pas une valeur encore complètement vécue au sein de la boîte, qui est la valeur de dépassement, qui est une valeur qu'on aimerait incarner, mais qui est incarnée plus par les cofondateurs, certains managers et certains key people, mais pas tout le monde. Et donc on défendait cette valeur-là au dernier Fly, donc on était 3 jours à l'extérieur pour bosser sur pas mal de sujets, notamment la culture. Et donc il y a un développeur qui dit écoute, moi en fait la valeur de dépassement, je m'y retrouve pas, c'est plutôt une valeur d'apprentissage. En fait, si cette semaine je suis à 1, la semaine prochaine j'essaierai d'être à 1,1, pas à 2 ou à 3. Et en fait il se trouve que cette personne-là, la semaine d'après, elle doit faire on a une espèce de truc le lundi midi où on est tous ensemble et on présente un peu les chiffres de la semaine d'avant, les projets qui sont sortis, enfin tu sais, un espèce d'update global de boîte avec tout le monde de la boîte. Et il y a ce qu'on appelle la minute égocentrique. Donc c'est quand tu as un mec de la boîte qui vient présenter un truc sur lui, ce qu'il veut en fait, mais quelque chose où on apprend à le découvrir. Et donc c'est ce développeur-là qui vient et qui est pas très à l'aise, tu vois, à l'oral, enfin de prime abord, et qui nous explique comment est-ce qu'il est passionné d'haltérophilie. Et il nous fait une minute égocentrique qui était incroyable. En termes d'énergie, en termes de rire, en termes de sérieux, en termes de plein de choses. Et en fait, il s'est clairement dépassé pour faire cette présentation, tu vois. Et parce qu'en fait, c'était pas du tout évident. Encore 10 minutes avant, il voulait annuler, il voulait pas le faire. Et du coup, il a pas fait 1 à 1,1 en une semaine. Il a fait 1 à 10 en se sortant de sa zone de confort pour le faire. Et il est sorti de là et il s'est rendu compte. Il s'est dit putain, en fait, je l'ai fait. Je pensais pas. Et en fait, j'ai pris du plaisir même à le faire. Et du coup, en fait, ce mec-là, il incarne complètement la valeur de dépassement. C'est juste qu'en fait, il est pas au courant. Et d'ailleurs, je pense que vous devez rencontrer pas mal de personnes. Ça arrive assez souvent. Ça arrive, qui savent pas vraiment qui ils sont. Ce qui est rigolo sur ces sujets-là, de changement de cap,
c'est qu'effectivement, il y a tous les cas de figure, de toute façon, tu vas les retrouver. Il y a des personnes qui vont devoir faire le deuil d'une époque qui est finie ou une trajectoire qui est plus celle-là. Ça peut être plus difficile pour des gens dont c'est la première boîte, le premier taf, parce qu'ils n'ont pas effectivement le recul de dire, et c'est terrible quand on l'entend que c'est sa boîte, de dire bah, c'est un taf, et puis je peux avoir un kiff absolu dans mon boulot, mais à la fin du fin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et puis tout va bien aller. Il y a des personnes qui ne sont plus dans le bateau, et ces personnes-là, ça peut être compliqué de leur faire comprendre qu'ils sont plus dans le bateau et que c'est ok d'avoir envie d'être dans un autre bateau et que parce que le nouveau bateau il va là et pas là où on pensait que ça allait avant. Et puis il y a effectivement des personnes qui sont très effrayées par le changement et qui se disent j'y arriverai jamais, mais qui ont juste besoin qu'on les mette dans l'eau pour qu'ils se rendent compte qu'ils savent parler le poisson et que c'est juste qu'ils l'avaient jamais fait avant. Et là c'est ton haltérophile développeur qui illustre parfaitement bien ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que mécaniquement, j'utilise une métaphore qui est un peu limite, mais qui est assez parlante. Et tu la couperas si tu veux au montage. Si tu il y a peu de chance, il y a peu de chance. Tu vois, c'est un peu comme la start-up, c'est un peu comme une espèce de pommier, tu sais, qui serait par beau temps et qui ne connaîtrait que le beau temps en fait. Donc les pommes sont bien mûres, tout va bien, nickel, et puis à un moment donné un coup de vent pour X ou Y raison, et puis là à ce moment-là finalement y a certaines pommes qui ne tiennent moins bien que d'autres quoi, et qui tombent. Et voilà, c'est un petit peu pareil quoi. Il y a des contextes qui font que je pense que la rentabilité ça veut pas forcément se dire être en danger. Tu vois, ne plus avoir de job demain, c'était pas du tout ça, mais c'est finalement de créer une contrainte supplémentaire sur la boîte, parce que là c'est plus seulement faire de la croissance avec des ressources illimitées, c'est de faire de la croissance avec des ressources contraintes. Donc l'exercice il est beaucoup plus dur. Et est-ce que ce tremblement, qu'est-ce qu'il fait en fait? Et en fait il y a des personnes qui partent et il se trouve que finalement tu te rends compte au début tu te dis ah mince, et puis après à posteriori tu te dis en fait finalement on n'a pas eu besoin de les remplacer, on a réussi à se répartir les rôles, ça fonctionne. Donc en fait c'était quoi? Est-ce que en fait cette personne avait vraiment une valeur? Et quand une valeur elle en avait, mais est-ce elle impactait suffisamment la boîte? Et ça tu te poses moins la question quand tu as levé et quand tu as autant d'argent pour recruter des hyper spécialistes dans chacun des trucs parce que quelqu'un t'a dit que c'était bien d'avoir des hyper spécialistes dans chacun des domaines. Et là, on commence à retrouver une vraie efficacité interne pour produire, pour créer des choses intéressantes, pour travailler ensemble. Et je trouve que du coup, ça concentre et ça consolide vachement l'équipe. Et moi, je me suis fait la réflexion là, il y a une semaine où j'ai commencé à me dire putain, mais en fait, je suis fier de mon équipe, tu vois. Chose que j'avais plus de mal à me dire par le passé parce que je voyais toujours les trucs qui allaient pas. Et là, je suis en train de me dire putain, on est en train de mettre une grosse contrainte sur cette équipe. Et la manière dont elle réagit, franchement, chapeau, parce que en fait, j'étais assez incertain en fait sur l'issue de comment ça allait se passer, quoi. Tu vois. Mais alors ça, tu vois, ça me fait vraiment penser parce que c'est l'exercice qui est compliqué en start-up et qui est pas facile à accepter des fois ou juste à vivre pour des collaborateurs, des collaboratrices. Alors c'est difficile aussi pour les fondateurs au passage, mais c'est encore un autre niveau pour les collaborateurs et collaboratrices qui n'ont pas le même niveau de liberté, forcément, ça fait un peu partie du jeu. Mais des fois, il y a une différence entre l'histoire telle qu'elle s'écrit et l'histoire telle qu'on aurait aimé que ce soit. Alors, je vais faire une métaphore toute naze qui trahit mon âge. Et je suis malheureux d'avance de faire ça, mais j'ai pensé. Ce ne sera pas pire que la mienne sur le pommier, t'inquiète pas. Non. C'est comme, pour ceux qui connaissent, regarder la saison 1 de Lost et se dire ah ouais, ça va être trop bien, c'est une histoire de Robinson Crusoe et du survivalisme, j'adore ça. Saison 2, ça commence à partir en steak dans des trucs un peu ésotériques, un peu mystiques, un peu mystérieux. Il y a ceux qui accrochent, qui font ouais, non, mais la saison 2, c'est pas comme ça que je pensais, mais c'est cool aussi. Et il y a ceux qui disent mais moi j'adorerais le Lost de la saison 1. Ouais, sauf que c'est fini maintenant. Et cet exercice en start-up, il arrive tout le temps. Il y a toujours ceux qui seront nostalgiques de la saison 1, du Captain Contrat saison 1, et des fois même les fondateurs. C'est vrai que quelque part, il y a un besoin d'accepter que les choses évoluent, et voire même des fois d'être pas d'accord.
Et quand on n'est pas d'accord, chacun a la liberté effectivement d'avoir d'autres trajectoires. Et c'est le genre de choses qui est possible. Mais de ne pas tirer en se disant non mais la saison 2 de Lost, elle aurait été tellement mieux si on continuait dans le survivalisme. Ouais. Voilà, vous noterez cette métaphore de 1 à 10. Je vais voir si j'arrive à la replacer en réunion. Ouais, tu me ferais plaisir là. Ouais, donc voilà un peu sur le sujet interne. Il y a des choses que j'ai mises en place quand même. C'est que même si j'avais des communications très transparentes lors des points à 40, je me suis rendu compte que, encore une fois, comme tout le monde, en fait, tout le monde peut avoir le même niveau d'info, mais tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'info et tout le monde n'a pas compris les choses de la même manière. Donc quand j'explique en fait un concept qui peut être un truc plutôt lié à les investisseurs ou un positionnement ou la valorisation d'un actif de boîte ou un nouveau business model, et notamment des choses qui sont liées au contexte actuel, les gens vont le comprendre et embrasser ce truc, ou alors plutôt être opposés à ça. Et tu t'en rends pas compte parce que tu parles devant 40 personnes et tu vois pas forcément les réactions des gens. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en coulisses, ceux qui seront opposés vont réussir à se regrouper et vont se monter la tête sur le pourquoi, du comment, etc. Et en fait, c'est pas qu'ils sont fondamentalement opposés, c'est qu'il leur manque un bout de l'information pour comprendre complètement et pour adhérer en fait au truc. Mais toi, à ce moment-là, tu le sais pas parce que tu as l'impression qu'ils ont tous le même niveau d'info. Et donc, j'ai mis en place des DEJ cofondateurs. Donc, c'est juste un truc où on est 5-6 employés avec moi et on va DEJ. Et le but, c'est qu'on reprenne tous les concepts, tous les trucs un peu nouveaux, toutes les directions dans lesquelles va la boîte, évoquées lors des all-hands meetings, etc. Et on passe un peu du temps à les disséquer. Et à 5 personnes, j'ai un peu plus de temps pour capter un peu les informations, tu vois, les mimiques, les réflexes du visage, les gens qui se font chier, les gens qui comprennent pas. Et du coup, relancer, dire « Ah tiens, tu fronces les sourcils ». Ça veut dire, est-ce que tu veux que on repasse un peu de temps sur... Ouais, mais en fait, j'avais jamais compris ce que tu voulais dire par... Ah ouais, bah du coup, c'est vrai que si t'as pas capté ce truc-là, c'est compliqué que tu sois en confiance par rapport à la direction dans laquelle on va. Donc ça, c'est pareil, ça marche à 40, ça marche pas forcément à 100. De toute façon, il se trouve que dans un contexte de rentabilité, il y a une chose qui est cool, c'est que tu te poses pas la contrainte de la scalabilité à ce stade, à part d'un point de vue produit. Aujourd'hui, notre sujet, il est vraiment là. Comment faire que le produit, demain, soit scalable. Et pour le sujet équipe, comme on s'y était concentré il y a 1 an et que ça n'avait pas forcément fonctionné, là on recherche plutôt une efficacité, une efficience, et on se posera la question de la scalabilité, comment on passe de 50 à 100 une fois qu'on aura atteint cette phase un peu de rentabilité / liberté. Et alors là, on a parlé de cette histoire, effectivement, qui n'est pas très typique dans le milieu startup d'un point de vue, je dirais, chiffre, d'un point de vue équipe, et côté cofondateur. Comment, on va pas se refaire tout parce que ça va être un podcast qui est un petit peu long, mais comment vous l'avez vécu ces différentes périodes entre cofondateurs? Alors déjà, ce qui est cool, c'est que nous, on est 2 frères, avec pas forcément le même parcours académique et les mêmes skills, on va dire, mais pas forcément la même personnalité, et bon, bien sûr les mêmes valeurs. Même s'il y en a une ou deux sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est normal. Mais en tout cas, on a un tronc de valeurs sur lesquels on l'est. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'est jamais down au même moment. On est souvent en déphasage, en fait, sur ce genre de truc. Ce qui fait qu'il y a toujours un pour attraper l'autre. Et ça, c'est ce qui fait, moi, me dire que si jamais un jour je devais relancer une autre boîte, je le ferais probablement, même avec toutes les learnings et toutes les expériences et les connaissances que j'ai pu acquérir là avec Captain Contrat, je le ferai pas seul, parce que je pense que énergétiquement et en termes juste de enfin je sais pas comment dire, mais tu vois, le fait d'être proche et de partager, on va dire, les bons moments comme surtout les mauvais moments, d'être à 2, c'est hyper important. Donc ça, c'était le premier point qui fait qu'en fait ça a réussi un petit peu à niveler. Je pense qu'il faut quand même réussir en tant que cofondateur, et ça c'était plus moi que Philippe, à sortir un peu du schéma des entreprises ou tu sais, tu te compares un peu aux entrepreneurs qui ont fait des levées successives. Et tu te dis, en fait, aujourd'hui, regarde, si je te dis, c'est qui les 3 entrepreneurs les plus successful d'après toi en France? Tu citerais qui? Je vais te citer les usual suspects, ça va être les Simoncini, ça va être Mazzella et puis éventuellement Grandjean. Ouais. Donc, à part Grandjean qui a eu une trajectoire plutôt
Tu parlais d'entreprises un peu artisanales au départ. Ou Oui, en tout c'est cas, une autre époque encore. ouais, et plutôt même très, très épicier e-commerce, tu vois, qui a réussi ensuite à... Par contre, qui a réussi à super bien réinvestir tout ce qu'il dégageait pour en faire une croissance folle. Mais on pense souvent à des mecs qui ont eu des boîtes dans lesquelles ils ont beaucoup levé, en fait. Et les valorisations étaient fortes. Ils ont réussi ensuite à... Et on s'est moins intéressé à est-ce qu'ils ont bien vendu ou pas par rapport aux actifs. On a l'impression que oui, mais en fait, on n'arrive pas trop à percevoir. On sait juste qu'ils sont à tête de X centaines ou X milliers d'employés et qu'ils ont levé. Machin. Et donc, tu te dis, en fait, ma trajectoire, c'est celle-là. Et quand tu la quittes, il faut réussir à se dire, en fait, est-ce que c'était vraiment la meilleure trajectoire, tu vois ? Est-ce que c'était la trajectoire la plus intéressante, tu vois ? Est-ce que c'est la trajectoire la plus intéressante par rapport à l'image que les autres vont avoir de moi ? Et là, on en revient à mon premier point sur quand on a levé 1 million et je me suis rendu compte que socialement, tu vois, il y avait une image un peu différente. Mais c'est pas forcément parce que c'est celle qui renvoie la meilleure image auprès des autres que c'est celle dans laquelle tu prendras le plus de plaisir. Et je trouve que je commence à avoir une certaine fierté, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4-5 mois où tu doutes beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai une certaine fierté, tu vois, à réussir à passer de phase d'investissement et de levée à une phase de rentabilité parce qu'il faut emmener une équipe, parce que c'est une autre dynamique, parce qu'il faut arriver à alterner et que c'est très exigeant, je pense, de le faire comme ça. Voilà. C'est juste pour ma curiosité, c'est qui vos compères de ce genre de trajectoire qui alternent entre phase d'autofinancement et de levée? Tu veux dire les modèles ? Enfin, ouais. des gens alors, dont modèle, on peut j'en sais s'inspirer. rien, mais en tout cas, ouais, des gens qui jouent, qui sont sur la même course que vous. C'est vraiment de la curiosité personnelle et probablement pour les auditeurs parce que. Tu vois, alors j'ai cherché à un moment donné, je me suis dit, en fait, comme je fais assez souvent quand j'attaque un sujet un peu compliqué, la première des choses, c'est j'essaie de rencontrer des gens qui sont déjà passés par là. Là, j'ai eu un peu de mal parce que en fait, ces entreprises, elles n'ont pas masse de visibilité. Et j'en cite 2 qui ont quand même une certaine réputation. Et la première, c'est Huizambli. Et la deuxième, c'est Boxtal. Qui sont 2 boîtes en fait qui sont passées par des phases d'investissement assez lourdes, qui sont arrivées ensuite dans une phase de rentabilité et avec des manières de faire ou en tout cas des moments où ils s'en sont rendus compte qui n'étaient pas les mêmes que nous. Nous, je pense qu'on a un peu plus anticipé. Du coup, je pense que d'un point de vue RH, ça a été un peu plus simple, tu vois, et un peu plus smooth, même si c'est toujours un truc un peu délicat. Mais voilà, mais tu vois, si je devais te citer des grosses boîtes qui sont passées par ça, on n'en parle pas beaucoup en fait. J'ai cherché pourtant. C'est précisément pour ça que je te demandais. Ouais, mais ouais. effectivement, c'est intéressant. Et puis je suis content de pouvoir mettre un coup de projecteur sur ces histoires-là parce que ça, c'est quelque chose qu'on défend énormément au sein d'Yaniro. C'est que globalement, c'est OK d'entreprendre autrement. Il y a une uniformité très forte dans qu'est-ce que ça veut dire de monter une boîte en France. Déjà, quand tu montes une boîte, tu montes une start-up, tu montes pas autre chose. Quand tu montes une start-up, tu lèves, parce que sinon, quoi d'autre ? Et si tu lèves beaucoup. Et si tu lèves beaucoup, c'est auprès de fonds. Et à la fin, tu fais un exit, si possible, avec un joli chiffre. Et puis en plus, tu es un mec blanc, barbu qui sort d'HEC, si possible aussi. Y a plein de manières d'entreprendre. Moi, j'ai une tendresse particulière pour le milieu TPE, PME, qui est tout autant de l'entrepreneuriat. On peut faire de l'entrepreneuriat en montant un Burger King dans une franchise, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et là, cette trajectoire un petit peu hybride, avec un peu du bon sens paysan, un petit peu du frisson des levées de millions, un peu de retour à la réalité, et puis aussi de d'autres trajectoires, c'est très intéressant. Et il y en a pas tant que ça, parce que la preuve, t'as regardé. Ouais, et je pense d'ailleurs que il y a une certaine incompatibilité en fait entre les deux. Tu vois, le bon sens paysan, je me rappelle que dans des phases de levée de fonds, on avait nos investisseurs actuels qui quand on faisait des espèces de démos, tu vois, de présentation avant de se confronter aux nouveaux investisseurs qui on devait closer, qui nous disaient mais c'est pas possible. Vendez une belle histoire, vendez un truc où vous voyez plus gros. Et nous on leur disait non, en fait on se voit paysan, quoi. On se voit comme on est, quoi, tu vois. Et il y a ce côté un peu schizophrène qui est un fondamental, je pense, de l'entrepreneur, qui est d'arriver à des fois voir vraiment la réalité telle qu'elle est et pas se mentir. Et par ailleurs, quand tu discutes en extérieur, essayer de décrire un peu une réalité un peu embellie, à la fois en interne, à la fois auprès de tes investisseurs, de tes clients,
Et puis toi, quand tu rentres le soir, il y a vraiment la boîte telle que tu la vois, tu vois. Et il faut arriver à passer de limite. Ça peut se faire même d'une réunion à l'autre, des fois plusieurs fois par jour. Il faut réussir à changer en fait de casquette. Et c'est un peu schizophrène d'arriver à le faire. Mais je pense que c'est nécessaire. Et après, il faut pas tomber dans la folie, quoi. C'est un mot de la fin hyper bourrin. Non, bah écoute, ouais, c'est un bon conseil. Et je vous propose qu'on tombe collectivement tous pas dans la folie. Ça me semble bien. On va arriver à la fin de cette discussion. Écoute, c'était un vrai plaisir. Et puis, c'est rigolo quand on parle de toutes les facettes. Là, on a vraiment vécu toutes les facettes de la météo. J'ai eu le soleil dans les yeux avec les regards plissés, des petites gouttes de pluie, un peu de vent, du calme, du bruit, tout ça. Donc là, on peut pas faire plus à l'image de l'entrepreneuriat, je crois. Avant la dernière question, un petit peu prise de tête, où est-ce qu'on envoie des gens qui ont envie d'en savoir plus, de suivre tes aventures, peut-être d'engager la conversation s'il y a des gens qui sont plus ou moins sur cette trajectoire? Alors j'imagine que tu peux pas répondre à tout, mais c'est quoi la meilleure manière de rentrer en contact avec toi? La meilleure manière, c'est LinkedIn avec un petit message personnalisé. Je pense que c'est le pas mieux. un copier-coller, ça serait un début. Je souhaite rejoindre votre réseau. Rentrons en contact, j'ai quelque chose à vous vendre. Ouais. Ok, vous faites ça, c'est ce que je vous invite à faire. Je vais faire exprès de te poser la question de manière longue pour que tu aies le temps d'y réfléchir, parce que je te l'ai préposé avant. Donc comme tu sais, on aime bien considérer que la vie d'un entrepreneur au jour le jour, c'est beaucoup plus proche d'une vie de Jedi que de super-héros. On aimerait bien être Iron Man ou Wonder Woman, mais dans la vraie vie, on est surtout un fermier de l'espace qui va peut-être, dans le meilleur des cas, arriver à faire quelque chose de bien, mais avec pas mal de choses compliquées sur le chemin. Et comme tout Jedi, on peut considérer que tu as très probablement un côté sombre quelque part, et que si tu regardes dans la grotte et que tu t'autorises à regarder ta part d'ombre, tu vas voir quelque chose. Donc si tu devrais prendre le temps, là, sans même le juger, parce qu'on en est tous là, et regarder ta partie sombre, qu'est-ce que tu verrais, tu penses? Sombre, tu veux dire des trucs que je fais pas bien? Des défauts? Je te laisse prendre comme tu veux. Okay. Je dirais il y a un truc sur lequel je pense que c'est important d'avoir et que sur lequel je bosse pas mal, c'est le côté inspirant par l'énergie. Tu peux être inspirant de plein de manières différentes. Tu peux être inspirant par ce que tu dis en réunion, par ce que tu représentes, etc. Je pense qu'il faut l'être aussi dans les petites boîtes par son énergie, par ce que tu dégages en fait, même sans parler. En fait, si tu devais juste inspirer et donner de la motivation à l'ensemble de tes gens sans avoir à utiliser le moindre mot, comment tu ferais en fait? Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel il faut que Alors maintenant, je commence à avoir une team qui me donne du feedback et qui est capable de se foutre un peu de ma gueule. Ça fait plaisir parce que je pense que dans la bienveillance, il n'y a pas seulement dire des trucs gentils, il y a aussi tacler. Tu vois, je pense que c'est un truc qui est important et ça fait partie en tout cas d'une de nos valeurs, le tacle. Le tacle bienveillant, on appelle ça. Des fois, ils se disent, mais en fait, quand est-ce qu'on verra du positivisme chez Maxime, quoi, tu vois? Et je pense que les équipes, elles ont besoin de ça. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut absolument que je bosse. L'autre truc, c'est que j'ai tendance à être un peu trop entier et binaire des fois pour approcher des discussions. Et c'est à la fois un avantage parce que du coup, ça fait de moi quelqu'un d'entier et les gens, et notamment dans ma boîte, peuvent me faire confiance assez rapidement parce qu'une fois qu'ils m'ont pratiqué, ils arrivent à peu près à prévoir mes réactions. Ils savent que ça va être blanc ou noir, grosso modo. Et du coup, c'est plus facile parce qu'il y a moins de nuances, tu vois, à gérer. Il n'en a que 2, alors que le mec qui est gris, il en a plein différents. Le côté un peu positif et négatif de ça, c'est que des fois, j'en vois valser des trucs qui probablement auraient pu avoir un intérêt, on aurait pu faire quelque chose, etc. On aurait peut-être pu gagner un peu d'argent sur ce service, ce produit ou avec ce partenaire. Et moi, pour des raisons de principe ou de valeur, je dis franchement, j'en ai rien à foutre, on arrête. Et ça, tu parlais un peu tout à l'heure de ta liberté de gérer ton temps en tant que dirigeant de boîte. Je l'ai un peu moins ces derniers mois, cette liberté de temps, notamment parce que j'ai eu 2 fils et du coup qui me prennent et qui me bouffent vraiment beaucoup de temps. Mais au-delà de ça, il y a une vraie, je pense, liberté de pouvoir dire à quelqu'un en fait, je t'emmerde. En fait, j'ai pas envie, je le sens pas. Et en fait, j'ai pas de rationnel derrière. Et j'ai pas besoin de t'en donner. Et je le sens juste avec mes tripes comme ça.
Voilà. Et ça, c'est un dernier truc, le côté trip. Alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on avait 3 cerveaux. Et en fait, ça fait vachement de sens parce que ça me permet de me dire que et de légitimer en quelque sorte le fait que certaines décisions soient plus du ressenti et ressenti avec les tripes que quelque chose de rationnel. Là où jusqu'à présent, je voyais vraiment le monde de manière très ingénieure, tu vois, avec des raisonnements très ingénieurs. Là, je me laisse beaucoup plus décider en fait en fonction de ce que je ressens. Et c'est pas grave si c'est une mauvaise décision, ça l'aurait aussi probablement aussi été si j'avais essayé de rationaliser le truc. Donc voilà, c'est le 3e truc. Bon, bah écoute, il y a un peu de lumière là-dedans, un peu d'ombre, effectivement. Être entier, ça veut aussi dire être binaire, et inversement. Et je pense que moi j'aurais grand plaisir à suivre un petit peu votre histoire sur cette trajectoire que vous êtes un peu en train de défricher, parce qu'il n'y en a pas 150 qui sont allés. Et puis écoute, c'était un vrai plaisir. Un plaisir à partager. Ça sera une prochaine, Maxime. Et puis, avec plaisir, Alexis. À bientôt. À plus, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.